avancer sur notre dernière table ronde, protéger sans restreinte. Je vous l'ai dit, on va beaucoup parler de droit, on va revenir sur le cadre, on va se poser plein de questions du genre comment se prémunir des abus, ça a été évoqué là, des agressions, des violences, que dit le droit, comment s'applique le droit en institution, qui le saisit, comment doser le rapport au risque aussi, est-ce qu'à trop vouloir protéger les personnes vulnérables et qui sont en établissement, est-ce qu'on ne les prive pas finalement d'une forme de liberté? Bref, on a plein de questions encore. Et pour en parler, je vais demander de nous rejoindre sur scène. Catherine Potard, professeure en psychologie à l'Université d'Angers, psychologue au CHU de Tours. Aline Vignon-Barraud, professeure de droit privé à l'Université d'Angers. Merci à vous deux d'être là. Anaëlle Leneveu, psychologue en EHPAD, du groupe Vive 3. Voilà, dans plusieurs EHPAD. Vous allez nous raconter ça, Anaëlle. Et puis Guillaume Bonnet. Je ne sais pas où est Guillaume, mais Guillaume est là, responsable de foyer d'hébergement pour l'ADAPI 44. Pardon Guillaume, on n'a pas remis la chaise. Il faut tout faire ici. Limite, si on va... Désolé, on aurait dû la remettre, mais voilà. Merci à vous d'être avec nous. Alors, je vais commencer un petit tour de table avec Catherine. Alors attendez, Catherine. Allez. Professeure en psychologie à l'Université d'Angers, donc c'est ce que je disais, vous êtes professeure, praticienne également, ça c'est important, dans un centre ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, qui s'appelle, comment faut que vous preniez un micro, pardon Catherine, voilà, le CRIAP, c'est quoi ce centre ? Alors, les CRIAF sont des centres régionaux, il y en a un dans chaque région. Alors moi, je ne suis pas dans la bonne région aujourd'hui, puisque nous, on est centre Val-de-Loire, mais vous en avez un Pays de la Loire, qui sont des structures publiques, qui sont hébergées par les CHU la plupart du temps, et qui sont des équipes psychologues, sexologues, enfin ça dépend des centres, qui visent à accompagner particulièrement les équipes quand elles se retrouvent en difficulté, puisqu'il y a une suspicion en tout cas d'agression sexuelle. Et dans ce cadre-là, on intervient beaucoup dans les institutions pour personnes porteurs d'un handicap ou en EHPAD spécifiquement. Vous intervenez une fois qu'il y a eu quelque chose. Alors, on a plusieurs missions. On a la mission un peu aiguë, ouais. Voilà, où souvent quand on nous appelle, c'est que vraiment il y a une situation vraiment problématique. Mais aussi, on a des missions de formation grand public, public soignant, qui sont gratuites. Il y a tout un tas de catalogues sur lesquels il suffit de s'inscrire. On a des missions aussi de recherche, puisqu'on se base sur des approches basées sur les données probantes, qui permet aussi d'orienter éventuellement des formes de recommandations pour des pratiques à la fois inclusives en termes de sexualité et en même temps qui ne vient pas minimiser la problématique des violences sexuelles. Et c'est vrai que ça, pour faire écho au témoignage qu'on a vu dans la vidéo, ce monsieur qui allait chez Madame et chez Madame X, l'agression sexuelle en établissement, là c'était EHPAD, elle existe. On peut peut-être se dire que ça a été dit tout à l'heure, mais on n'est pas de certaines peut-être aussi, mais certains étaient agresseurs peut-être avant, arrivent en EHPAD, voilà, c'est une réalité. On ne fait pas comme si ça n'existait pas. Alors c'est un peu le dernier des tabous en termes de violences sexuelles, c'est vraiment, les violences sexuelles chez les personnes âgées, et particulièrement en EHPAD. On n'est pas très en avance, on va dire, ce qui est en France. Les pays frontaliers, la Belgique, etc., il y a 5-6 ans, se sont quand même mieux saisis de cette problématique-là. Donc oui, il existe des violences sexuelles faites chez les personnes âgées. C'est le dernier tabou parce qu'à la fois, il y a le tabou des violences sexuelles, de l'intimité sexuelle, parce que parfois et souvent, c'est des violences sexuelles commises par un proche. Donc, on a aussi la question de l'intrusion dans le couple, parfois, ou dans la relation personnelle. Et donc, on estime actuellement qu'il y a à peu près 5 à 8% des personnes âgées en EHPAD ou en institution qui vont vivre des agressions sexuelles dans le cadre de cette institution. Je ne parle pas des antécédents de victimisation avant. C'est important de se le dire, et puis ça fait écho à ce que disait Pascal Praillès tout à l'heure, à savoir que les personnes qui sont en EHPAD aujourd'hui sont d'une génération où il y a des sujets qui étaient vraiment qu'on n'abordait pas, et que sans parler de viol conjugal, dans beaucoup de couples, les femmes ont peut-être accepté pendant des années des situations qui en réalité n'étaient pas hyper OK, comme on dit maintenant. Et voilà, ça c'est une réalité. Merci pour cette petite prise de cette reconnaissance. Avec vous, Aline Vignon-Barraud, donc professeure de droit à l'Université d'Angers, je le dis. Vous êtes plutôt spécialisée aussi sur la question des personnes âgées. Vous avez travaillé sur la question, je cherche le terme exact, avec les colloques que vous avez organisés, âge et droit, en fait. Le
le vieillissement Voilà. saisi par le droit, Voilà. c'est-à-dire toutes les approches des vieux, puisqu'apparemment il vaut mieux dire vieux que personne âgée. L'approche du vieux par le droit, parce qu'en effet, la personne âgée fait quand même l'objet d'une protection spécifique en tant que personne vulnérable par le code pénal, notamment en ce qui concerne les violences en général et sexuelles en particulier. Voilà. Et vous me disiez, on peut d'emblée se dire que oui, il y a des points communs, bien sûr, et on le voit depuis ce matin, il y a des points communs, c'est peut-être maladroit dit comme ça, entre les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Il y a des problématiques qui se retrouvent. Oui, c'est la vulnérabilité. Oui, c'est la vulnérabilité. D'ailleurs, il a été évoqué tout à l'heure la question des personnes précaires. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont désargentées Et parfois, il y a une superposition des précarités, précarité psychologique, précarité matérielle, liée à la vieillesse, liée au handicap. Et là, en effet, ces personnes-là sont sans doute les plus démunies. Et en effet, notamment en ce qui concerne le droit à l'intimité, la liberté sexuelle, les problèmes qui se posent pour les personnes handicapées sont du même type que pour les personnes âgées. Et d'ailleurs, quand on utilise la jurisprudence pour les personnes handicapées, on la transpose aux personnes âgées parce qu'il y a tout de même moins de jurisprudence, parce que c'est tu. La violence chez les personnes âgées est beaucoup plus tue. L'enquête Mediapart l'a mise au jour l'année dernière, a mis au jour ce deuxième phénomène très tabou qui est d'un côté la sexualité des personnes âgées d'un côté, auquel s'ajoute le deuxième tabou, les violences sexuelles faites aux personnes âgées. Et c'est un phénomène qu'on met au jour depuis finalement assez peu de temps et qui implique une réaction massive des pouvoirs publics qui pour le moment reste assez passif. Et est-ce que dans ce petit préambule, on peut aussi poser comme idée forte qui semble, moi je trouve acquise depuis nos échanges de ce matin, c'est le droit à la vie privée. Et ça, ce droit, il est pour tout le monde. Alors justement, et je rebondis sur ce qui a été dit ce matin, en réalité, le droit ne veut pas faire des personnes vulnérables, des personnes handicapées ou des personnes âgées des catégories particulières de victimes. En réalité, les personnes physiques, qu'elles soient vulnérables ou non, ont les mêmes droits fondamentaux. Et le problème, c'est que ces droits fondamentaux sont consacrés, notamment le droit à la vie privée, dans lequel est inclus la liberté sexuelle. Ces droits-là sont consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment l'article 8 et l'article 9 de notre Code civil. Donc ce sont des droits qui existent et qui sont consacrés sans discrimination, parce que j'entends bien ce qui peut être dit par les personnes vulnérables, c'est qu'elles ne veulent pas, et on les comprend, faire l'objet d'un statut qui les stigmatise et qui, au fond, est discriminatoire. Mais ce n'est pas comme ça que le droit aborde la question de la vulnérabilité et des droits fondamentaux de la personne âgée. C'est la société qui l'aborde comme ça, finalement. C'est surtout qu'on observe que les textes existent, un maillage législatif dense, à la fois de droit européen, de droit international, de droit français existe pour protéger les personnes, toutes les personnes physiques et en particulier les personnes vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées, personnes précaires, mais que dans les faits, on s'aperçoit qu'on se trouve face à des situations de non-droit. Quand un règlement intérieur d'un établissement qui accueille des personnes handicapées inscrit au fronton du règlement intérieur l'interdiction d'avoir des relations sexuelles, c'est un règlement qui est illégal. Voilà. Mais se pose la question de qui va le dénoncer, qui le saisit. Là, en l'occurrence, c'était la personne handicapée qui a intenté une action en justice, qui a obtenu gain de cause, non pas devant les premiers juges, mais en appel. Donc, mais il faut que ce soit dit. Et voilà, il faut que ces idées-là fassent leur chemin. J'entends, c'est chaud quand même. Ça veut dire que oui, vous faites attention à vos règlements intérieurs. Vous imaginez pas comme on entend la salle quand on est ici. Et c'est génial d'ailleurs. Ça nous en dit beaucoup sur ce qui est en train de se passer. Je passe la parole pour poursuivre ce premier tour de table, si vous voulez bien, Aline, à Anaël Leneveu, donc psychologue en EHPAD. Je disais, vous êtes à cheval, pardon pour l'expression, sur 3 EHPAD. Et vous-même, vous m'avez dit, j'interviens sur 3 EHPAD avec pas beaucoup de moyens. Déjà, si on est 3 EHPAD, moi j'ai mon temps de travail, c'est 1 jour par semaine. C'est parce qu'en fait, par EHPAD. Par EHPAD. Ouais. Donc c'est sûr, ça fait pas beaucoup. Ouais. Ce qui n'empêche pas quand même de travailler. Et vous intervenez aussi sur des missions un peu transverses auprès des Par ailleurs, j'ai un peu une casquette formatrice. Voilà, c'est important. Depuis combien de temps, Anaël, vous vous intéressez et vous travaillez sur la question de la vie affective et sexuelle ? Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec les vieux. Alors pour le coup, moi j'ai toujours dit vieux. Ils ont toujours eu entre 80 et 100 ans. Je me suis dit qu'on pouvait se permettre. Si ça ne les gêne pas, eux, oui. Et je dirais que ça fait plus de 10 ans. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dès le début. Parce que quand on arrive dans les EHPAD,
on voit bien qu'il y a quelque chose qui déconne et qui n'est pas tout à fait en place au niveau de la vie privée. Si on s'identifie un peu, on se dit ça me conviendrait pas trop. Moi, je dirais qu'en EHPAD, depuis que j'y travaille, il y a des choses qui évoluent, mais je dirais que ça dépend plutôt des cultures de l'établissement où on est. Il y a vraiment 3 grandes choses. Il y a la problématique de plutôt cette non-application du droit, et notamment pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, et notamment pour les gens qui ont des troubles cognitifs avancés. La question de la place des familles, qui a déjà été abordée ce matin, avec, pour moi en tant que psychologue, il y a vraiment cette question de la confusion des générations. Je crois que nous les psychologues, on n'aime pas quand les gens disent qu'on redevient enfant ou qu'on est devenu le parent de son enfant. On se dit tout de suite le parent de son parent. On se dit oula, ça va devenir compliqué. Et puis une grande question éthique en EHPAD, je trouve, qui revient souvent, c'est cette question de qu'est-ce qui fait notre identité ? Qu'est-ce qui fait qu'on est qui nous sommes ? Parce qu'en fait, par rapport à la question du consentement, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on va analyser ce consentement par rapport à ce que la personne a montré qu'elle était avant, ce qu'on connaît d'elle dans le passé, ou par rapport à ce qu'elle exprime aujourd'hui ? Et je dirais qu'il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse à ça, c'est un petit peu des deux. Le cas clinique qu'amenaient des collègues là, avec cette femme qui d'un côté était souriante après le départ de son compagnon et en même temps montrait une raideur au niveau de la toilette intime, on va dire que là on manque encore d'indices et que oui, il faut une grande discussion, quoi. Mais comme ça a été, alors ça, on le pose là tout de suite parce que c'est important, ça a été dit dans la vidéo, la notion de consentement, elle évolue, y compris dans un temps court. Ça peut être un oui au début et puis ça peut devenir un non. Il faut être capable de l'entendre et parfois des personnes ne l'entendent pas. Oui, je fais toujours la blague quand je fais des formations en disant pour moi que si ce soir, je vous dis je suis mariée, plutôt heureuse en couple, et vous me demandez, là, Anaëlle, tu vas avoir des rapports sexuels ce soir avec ton mari, je vous dirai non, je veux regarder la fin de ma série sur Netflix, du coup, c'est pas trop ma priorité. Et puis ce soir, il rentre, il arrive à me convaincre, et finalement, alors que je vous avais donné un non-consentement par anticipation, finalement, il y a quand même eu un consentement dans l'action, mais en fait, c'est ça qui est difficile. C'est que le consentement par anticipation, c'est pas terrible. Catherine a tiqué, mais on va revenir dessus. Vous l'avez noté, consentement, non-consentement par anticipation. Vous l'avez noté, moi aussi, dans ma tête. Mais je termine pour faire connaissance avec Guillaume Bonnet. Bonjour, merci Guillaume d'être avec nous également, responsable de foyer d'hébergement pour l'ADAPI 44. On parle de quel foyer ? 5 foyers dans l'agglo nantaise et Nantes. Donc on accueille des personnes adultes, porteuses de handicap intellectuel, mental, avec ou sans troubles psychiques, et puis des personnes ayant des troubles du spectre autistique. Vous accueillez des couples ? Bien sûr. On accueille des couples qui vivent ensemble au sein du même établissement, mais on donne aussi la possibilité aux gens qui vivent dans notre établissement d'accueillir un conjoint qui vivrait ailleurs. D'accord. Voilà. Vous diriez que de tout ce que vous avez entendu ce matin, dans les établissements dont on parle, c'est un gros sujet, la question de la sexualité. C'est facile pour vous à gérer ou c'est comment ? Évidemment que c'est un sujet complexe, mais depuis ce matin, je goûte, moi, parce qu'effectivement, on a abordé toute la panel de sujets qu'on aborde régulièrement avec nos équipes. Ouais. Donc, c'était ultra intéressant. Ouais. Évidemment, pour nous, la sexualité ou la vie affective plus généralement en établissement adulte, on y voit à peu près trois freins, mais il y a 3 difficultés. Je pense qu'il y a l'institution elle-même, Monsieur Gianni, ce matin, on a un petit peu parlé. Il y a la personne handicapée elle-même, et c'est vrai que sur la capacité à consentir, moi, c'est un petit peu un sujet qui me préoccupe. La personne dit oui, la personne dit non, ça c'est facile, mais pas être sûr, c'est notre quotidien. Tout à l'heure, la dame en parlait. L'exemple, le cas complexe. Des personnes ayant des troubles du spectre autistique, on nous dit des fois, vous nous dites que ma fille était d'accord, je suis convaincu que non, et d'ailleurs, j'ai un doute sur sa capacité à consentir. Voilà. Et là, mais ça, c'est notre quotidien. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce que depuis tout à l'heure, on parle de droit des personnes à une vie affective et sexuelle, mais je pense que si on place le débat uniquement autour du droit, on ne peut plus bosser avec les familles. Il faut. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a des représentations, il y a des peurs en face de nous. Enfin, moi, depuis 10 ans que je travaille auprès d'adultes handicapés, j'ai jamais connu de famille maltraitante, malveillante, qui refusait une sexualité coûte que coûte pour emmerder leur enfant. J'ai que des gens en face de moi qu'on la trouille d'un abus,
qu'on a trouille que leur enfant soit pas tout à fait d'accord. Et puis, ça a été évoqué ce matin, la peur d'un enfant. La peur de la procréation, la peur de se retrouver à 50 ou 60 balais à devoir élever l'enfant de son propre enfant. Ce qui est, à mon avis, à discuter, puisqu'aujourd'hui, on a même des services d'accompagnement à la parentalité pour les personnes handicapées par an. Donc face à ça, la seule question du droit, réponse du droit, vous dites ça suffit pas et c'est... Moi, je pense qu'il faut, avec les familles qui sont un petit peu en difficulté, accepter l'idée d'une sexualité pour leur enfant, introduire les choses dans le temps. Il faut utiliser les leviers institutionnels. Alors, est-ce qu'il y a une demande ou pas de la part du résident? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on aborde cette question-là, ni avec eux, ni avec leur famille. Quand il y a une demande, les choses sont faciles. Quand l'équipe éducative a détecté un besoin, a évalué un besoin chez l'autre, bon, on peut aussi travailler la question. Mais s'il n'y a pas de demande, s'il n'y a personne en face, il n'y a pas de sujet. Je veux dire, on ne parle pas les uns les autres, ça a été dit ce matin à plusieurs reprises, de notre propre sexualité que nos parents. Donc il n'y a pas débat là-dessus. Voilà. Par contre, effectivement, quand on sent qu'il y a une résistance, une opposition, mais assez franche des familles par rapport à la sexualité de leur adulte enfant, parce qu'il y a ça aussi, hein, on en a un petit peu parlé aussi, hein, ce double statut, hein, je suis adulte mais je suis quand même l'enfant de mes parents à vie, eh bien je pense qu'il faut introduire les choses dans le temps. On utilise donc le projet personnalisé d'accompagnement quand il y a une demande. On peut, derrière, s'il y a une opposition franche, faire marcher un petit peu la hiérarchie. Hein, ça dégage un petit peu les professionnels de cette relation un petit peu de conflictuelle avec la famille. Et puis derrière, on introduit du tiers. Enfin, on règle ça comme on réglerait n'importe quel conflit qu'on aurait avec les familles. Du cas par cas. Du cas par cas, qu'est-ce que vous en pensez ce que dit Guillaume par rapport au droit, qui est quand même compliqué face à des situations, face à des familles. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors le droit, il est bien obligé d'intervenir quand il y a un trouble à l'ordre public, qu'il y a des agressions sexuelles, qu'il y a des viols. Et il y a des viols, on a vraiment des exemples de viols, des viols commis parfois par le personnel d'un EHPAD ou d'un établissement d'accueil de personnes handicapées, des agressions sexuelles, des maltraitances parce que des toilettes sans fermer la porte, des mots qui ne conviennent pas. Donc là, c'est le droit pénal, donc c'est le droit de l'ordre public. Et là, la question ne se pose pas. Il faut de toute façon on est tous d'accord. Voilà. Non, mais j'ai bien compris qu'on ne peut pas à chaque fois demander au droit s'il est possible de demander l'avis. Ça complètement. Et d'ailleurs, ce qui est demandé actuellement, c'est que on intègre aussi la médiation dans les EHPAD, comme on le fait dans le cas des hôpitaux, la médiation, un décalque de la médiation sanitaire pour pouvoir justement traiter toutes ces questions-là en amont, peut-être avec des mécanismes plus rationnels, des aides. Alors bon, c'est vrai que c'est pas tellement le cas, mais en matière sanitaire, avec des traducteurs pour éclairer la volonté du patient. Mais imaginez qu'il y ait des accompagnements plus institutionnels sous forme de médiation pour ces situations complexes, ne pas laisser les soignants, les directeurs d'établissement seuls, sans accompagnement et sans filet. Parce que ce qui fait que la parole ne circule pas souvent, à l'extrême, que certaines agressions ne soient pas dénoncées, c'est aussi la peur de la sanction, en fait. Et ça suppose aussi de faciliter la circulation de la parole, alors que ce soit pour signaler des infractions graves, ou même simplement avec le contrôle peut-être plus renforcé des ARS et puis des conseils départementaux, mais cet accompagnement, il pourrait être plus important, même au stade de la détection de supposés non-consentement. Voilà. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas du tout pour mettre du droit, bien qu'étant juriste. Je suis surtout pour que les droits soient reconnus, en réalité. Je ne suis pas pour judiciariser, ce n'est pas du tout mon propos. Parce qu'il y a plusieurs actions du droit. Il y a la reconnaissance des droits et des libertés en amont. Et ça veut dire faire cesser le non-droit par l'information, notamment, parce que c'est évidemment en amont, par la prévention des comportements qui mettraient en danger les personnes vulnérables. Comment accompagner la sexualité, c'est-à-dire vraiment au fil du temps. Et ensuite, une fois que l'infraction a été commise ou que le consentement finalement n'avait pas été donné, comment on répare. Et ça, ce troisième temps, il me semble vraiment que ce temps de la réparation, de la
personne âgée, de la personne handicapée qui a subi des violences ou qui a été maltraitée par absence de soins, etc., ce temps-là, pour moi, aujourd'hui, il est pratiquement inexistant. Et on en parlait tout à l'heure avec Catherine. Dans d'autres pays, sont mis en place des assistants juridiques. Et en fait, c'est ça aussi, c'est permettre la remontée des doléances des personnes âgées quand une infraction est commise et faire entrer un peu le droit a posteriori, parce que tout un chacun a le droit d'être indemnisé, d'être réparé aussi par des indemnités sonnantes et trébuchantes. Je ne parle même pas de droit pénal, de sanctions pénales, mais a le droit d'être réparé dans sa chair pour ne pas être condamné, comme c'est le cas de beaucoup de personnes âgées, après des agressions sexuelles, à mourir dans l'année d'après, parce que ça n'a pas été détecté, etc. Et c'est là aussi tout l'enjeu de déclencher le droit. Voilà. Quand le droit doit passer, c'est ce que l'on dit. Voilà, c'est l'idée, mais passer. Là, je crois que tout le monde est OK avec ça. Et le droit, des fois, c'est aussi un outil auquel on peut se référer parce que ça peut nous dépatouiller, j'ai pas d'autres mots, quand on est dans des situations compliquées, et il faut rappeler le droit. Catherine, on revient peut-être sur tout ça, si vous le souhaitez. Ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses. Non, mais et on n'oublie pas le non-consentement par anticipation. C'est pour ça, je voulais revenir là-dessus. C'est pas forcément le consentement par non-anticipation, c'est juste, on parle beaucoup de consentement depuis toute la journée, on l'a jamais vraiment défini. En fait, quels sont les critères d'un consentement sexuel, j'allais dire, pour tout à chacun. Et je crois que c'est nous, quand on accompagne les équipes, c'est une des premières choses qu'on va faire avec les équipes, c'est-à-dire quelle est la conception du consentement sexuel. C'est une donnée qui est mise en avant dans la lutte et la prévention des violences sexuelles et sexistes. C'est fort bien, mais on se rend compte que tout le monde ne met pas tout à fait les mêmes critères pour être consentant sexuellement. Par exemple, tout à l'heure, on entendait finalement une forme de consentement implicite parce que c'était le conjoint dans la vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et de savoir ce que vous disiez, le consentement, c'est quelque chose de continu, donc je peux le retirer à tout moment, je peux le donner, le retirer, etc. Il faut qu'il soit clair, lucide, et c'est là où on va avoir cette notion de capacité à consentir sexuellement qui va nous interroger. Et puis, une autre donnée qu'ont rajouté les Canadiens, parce qu'on n'est pas aidé non plus par la loi, parce qu'ils ne définissent jamais le consentement, dans notre loi en tout cas. D'autres pays ont proposé des critères juridiques du consentement sexuel, qui ont pu être critiqués parce que parfois il y avait des normes un peu aussi, j'allais dire, avec des infiltrations, on va dire, idéologiques ou religieux. Mais pour les plus avancés sur ce domaine-là, c'est le Canada. Nos amis québécois qui ont l'avantage de parler français, donc en plus c'est plus simple pour avoir accès à leurs connaissances. Et ils ont ajouté quelque chose qui était intéressant à mon sens, qui renvoie à cette question tout à l'heure. Oui, on n'est pas sûr cognitivement si elle est en capacité de comprendre vraiment l'élément, etc. Et en même temps, elle a la banane à la fin, quoi, sans jeu de mots, mais c'est ça. Et les Canadiens ont ajouté, alors lucide, clair, etc. On reviendra sur la capacité à consentir chez les personnes qui ont des troubles cognitifs, par exemple. C'est la notion d'enthousiasme. Alors ça fait toujours sourire parce que c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, c'est doit être un jargon un peu plus québécois, mais je trouve que c'est assez aussi un critère qu'il faudra peut-être être un des indicateurs en fait quand vous avez un doute. La vraie question qui met à mal les équipes et nous qu'on voit, c'est cette notion de capacité à consentir sexuellement, particulièrement chez les personnes, et uniquement finalement normalement, chez les personnes qui ont des atteintes cognitives. Et se pose cette question-là spécifiquement chez les personnes qui ont des pathologies neurodégénératives. Sachant qu'en plus, la symptomatologie neurodégénérative, à un moment, c'est OK, et puis à un autre moment, finalement, on voit que la personne a perdu le fil. Et donc, dans cette difficulté déjà à penser le consentement sexuel, tout court, pour les personnes lambda, j'allais dire, cette incapacité déjà à penser ça pour tout le monde va rendre encore plus compliqué le travail des professionnels quand il s'agit en plus de populations qui ont des pathologies neurodégénératives, par exemple, ou des traumas crâniens aussi, ces situations-là. C'est-à-dire, on va occulter finalement souvent ce problème-là, avec des postures soignantes qui vont interroger, qui sont sur un continuum de violence, en fait. De la première qu'on a évoquée toute la journée, c'est l'impossibilité d'exprimer ses besoins sexuels parce qu'il y a une prohibition finalement
tu es malade ou tu as un déficit cognitif, donc pas de sexualité, donc ce qu'on a évoqué. Et puis, il y a l'autre bout du continuum des violences sexuelles chez ces personnes-là, ce va être aussi de ne pas reconnaître une incapacité à un moment à consentir sexuellement. Et c'est-à-dire que minimiser des situations d'agression sexuelle. Avec la complexité, on n'est pas, par exemple, où on peut avoir 2 partenaires atteints de démence, avec des démences sévères, légères. Est-ce que c'est là que la notion d'enthousiasme alors, amenée par nos amis québécois, introduite, voilà, je cherchais le mot. Ça peut être un des indicateurs. Néanmoins, les recommandations, et en Australie, il y a plein de guides, on vous les donnera, les références, pour accompagner, vont proposer quand même une évaluation en fait, du système, de la capacité à consentir. C'est pas... Donc, il va falloir, en fait, et il ne faut pas mal interpréter cette évaluation, puisqu'en France, on a toujours un petit peu évaluation, psychologue qui arrive. L'idée, c'est pas à la personne qu'on va évaluer qui doit prouver qu'elle est capable de consentir sexuellement, mais c'est à la personne extérieure, le professionnel qui doit être un peu formé à ça, qui doit prouver qu'elle n'est pas en capacité de consentir. Il ne faut pas inverser la responsabilité. Ça semble ubuesque, pardon, mais je me dis, je pense à vous professionnels et je me dis oui, ça doit faire écho à des situations, j'en suis sûre, peut-être vous Guillaume, où cette capacité à consentir, elle est difficile on la tranche comment, quoi? Alors, il y a des critères quand même. C'est-à-dire qu'il y a 2 critères qui vont être reconnus. Et ça, c'est quand même important pour ceux qui ont besoin de repères, parce qu'à un moment, on va être sidéré par la violence sexuelle qui arrive en fait, dans l'institution, avec une culpabilité aussi souvent des professionnels. Ces 2 critères vont être la reconnaissance, la conscience de la nature sexuelle de l'acte. Ça, c'est quelque chose... Par la personne elle-même. Ouais, par la personne qui... Qu'elle soit bien consciente que là, il s'agit de sexe. Et voilà, de la reconnaissance de... Et la deuxième, c'est vraiment les 2 critères qui va être, et c'est là où des fois, en EHPAD, on peut se poser les questions, c'est la question de la reconnaissance de l'identité du partenaire. Et donc, toutes ces situations de mésidentification, pour faire tout simple, on retrouve madame accompagnée avec des contacts sexuels, peu importe lesquels. Il s'avère qu'elle a l'air enthousiaste, etc. Sauf qu'elle confond avec Jeannot, son copain, ou son conjoint. C'était un cas précis qu'on avait évoqué avec Anaëlle. Ça marche. Si, normalement, il marche. Pardon, je vous redonne celui que j'arrive pas à faire pour marcher. Ça me fait tout de suite penser effectivement à un cas. Donc on va les appeler Monsieur X et Madame Y. Donc les 2, ils ont un petit peu des troubles cognitifs, mais pas non plus majeurs. Ils parlent encore, mais ce qu'ils disent n'est pas toujours très cohérent. Monsieur X, il a toujours une épouse. Et on peut penser qu'ils ont en tout cas toujours une vie affective. Elle vient le voir, ils ne sont pas fâchés. Des fois, ils se retrouvent tous les 2 dans la chambre. On leur a déjà demandé s'ils veulent qu'on fasse un signal pour dire qu'on ne les dérange pas. Ils nous ont dit c'est très gentil de demander. C'est vrai qu'on a nos habitudes après la sieste. Mais de toute façon, on ferme la porte dans ces cas-là, sinon on la laisse ouverte. Bon, voilà, nous. Donc, en tout cas, c'est un couple. Voilà, c'est un couple. Mais Madame Y, elle, par contre, on sait qu'elle a eu une vie avant, en tout cas, une vie de séduction. C'est une dame de 95 ans, très, très, très belle, qui reste très séductrice à 95 ans. La nuit, on sait que monsieur... J'ai dit quoi? Il s'appelle X ou Y du coup? Monsieur X, il déambule dans le service. Des fois, il pense que c'est le jour, mais c'est la nuit. Mais il cherche son épouse. Il y a des fois, vraiment, il nous dit bien où est-ce qu'elle est, son prénom. Et donc, on lui réexplique qu'elle n'est pas là, on l'accompagne. Mais des fois, on l'a retrouvée dans le logement de Madame Y. Bon, c'est arrivé. Donc, les fois où c'est arrivé, les collègues de nuit lui ont dit si vous cherchez votre épouse, elle n'est pas là. Est-ce que je vous raccompagne à votre logement? Il n'y a jamais eu vraiment de problème. Et puis, on s'est dit il faut qu'on soit vigilant. Est-ce que Madame Y, elle a dit que ça la dérangeait? Mais pas du tout, parce qu'ils sont amis dans la résidence. Donc, il croit que c'est sa femme. On ne sait pas, parce qu'ils sont amis de Madame Y et Monsieur X dans la journée. On voit bien qu'ils se fréquentent, ils s'apprécient. Tout va bien, en fait, pour eux. Oui, alors, un jour, on retrouve Madame Y nue dans son logement. Et Monsieur X, il s'est allongé dans son lit. Et Madame Y, elle est assise à côté. Donc, si vous voulez, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste qu'ils sont nus tous les 2 dans un logement. Et Monsieur X, il s'est endormi dans le lit de Madame Y. Et Madame Y, elle est assise sur le fauteuil
elle n'a pas l'air la collègue lui est un peu démunie, mais elle lui demande si ça va ou pas. Elle a l'air un petit peu endormie. La collègue décide de raccompagner Monsieur X dans son logement. Et le lendemain, on se dit, il faut qu'on fasse très attention à Madame Y. Et Madame Y a exactement le même comportement que d'habitude. Mais pourquoi vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse attention à Madame Y? Parce qu'on s'est dit, on ne sait pas vraiment quelle est la capacité à consentir de Madame Y. Et puis d'ailleurs, on s'est aussi dit, il faut qu'on fasse attention à Monsieur X. Parce que peut-être que lui aussi, il se rend compte que c'était pas sa femme après coup et que ça l'embête. Que ça lui fasse du mal, de la peine. Et là, on est embêté parce qu'on se dit, déjà, on ne sait pas, Monsieur X, s'il trompait sa femme avant ou pas. Et puis ça nous regarde pas. Et ça nous regarde pas. Mais du coup, on se dirait qu'à la limite, ça fait partie de sa personnalité. Madame Y. Donc, vous voyez, on se pose des questions comme ça, et c'est là où on va toucher quelque chose aussi de la question de la continuité identitaire, parce que sur le coup, on n'est pas là. On ne sait pas s'il y a eu consentement ou pas. Et c'est vraiment cette question de la capacité à consentir des deux. C'est pas des gens où on est sûr, on va dire non, vraiment ils peuvent pas consentir, ils n'arrivent pas à dire oui, ils n'arrivent pas à dire non le reste du temps. C'est des gens qui savent dire non, par exemple lorsqu'ils veulent pas un soin. Mais est-ce qu'on est d'accord que cette capacité, l'identification de la capacité à consentir, elle est importante quand on a un doute de violence et d'abus, quand il y a un signe de souffrance de l'un ou de l'autre? On est d'accord avec ça à peu près? Oui. Donc Guillaume, oui, peut-être ça peut faire écho, ou je sais pas, ou pas. C'est une situation à laquelle c'est difficile à répondre. Nous, notre porte d'entrée, c'est le consentement. Si la capacité à consentir elle est altérée, qu'est-ce que ça renvoie derrière? C'est-à-dire qu'on nous dit que la personne on met une croix sur sa vie affective et sexuelle, elle ne sera jamais en capacité à consentir. On nous dit elle a l'âge de consentir d'un enfant de 5 ans. Donc en plus, ça renvoie au fait que les enfants n'ont pas de sexualité, ce qui est une connerie, d'accord. Donc moi, mes équipes, elles me disent donc qu'est-ce que nous dit ce psy, qu'est-ce que nous disent ses parents? On met une croix sur la vie sexuelle de cette jeune femme. Nous, on voit des manifestations sexuelles, on voit une jeune femme qui visiblement exprime un désir, un souhait. Finalement, dans le consentement, il y a aussi, on n'a pas trop dit, mais ça existe aussi, je consens à juste une partie de l'acte. Mais il y a une autre partie qui ne me plaît pas du tout. Et je dis stop. Mais le monsieur, lui, il n'a pas compris que j'avais dit stop. Donc effectivement, on arbitre aussi ce genre de choses entre eux. Vous vouliez répondre? On fait des réponses assez courtes pour qu'on puisse avancer dans les questions et qu'on se retourne vers vous, bien sûr. Simplement, l'exemple d'une décision de la Cour d'appel de Paris du 9 mars 2016 qu'on avait évoqué. Il s'agissait ici d'une psychologue qui avait été licenciée par l'EHPAD, auprès duquel elle était employée, parce qu'il s'agissait de 2 résidents donc sous tutelle, c'est-à-dire avec de grosses altérations des facultés cognitives, qui avaient commencé à se rapprocher pendant le repas. Et la psychologue, en accord avec l'infirmière, a mis en place un claustrat pour leur laisser libre cours à leur intimité. Et ensuite, les 2 professionnels les ont accompagnés dans leur chambre pour leur permettre d'avoir une relation sexuelle. Ici, l'employeur faisait valoir que justement, il n'y avait pas de consentement, en tout cas qu'on pouvait penser qu'elle n'avait pas manifesté, que les 2... la femme, en l'occurrence, n'avait pas véritablement consenti à l'acte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on distingue bien... juridiquement, le discernement, c'est-à-dire la capacité à envisager les conséquences de ses actes, à décider en pleine connaissance de cause, du consentement à l'acte sexuel, qui découle en fait d'une attitude d'adhésion spontanée et non équivoque. Et là, effectivement, on avait 2 résidents qui vraiment adhéraient parfaitement, étaient très heureux, etc. Le lendemain, la psychologue et l'infirmière ont pu constater tout le plaisir que chacun avait pris à l'acte. Et donc, l'affaire est portée devant les premiers juges, donc devant le tribunal, qui admet le licenciement, et la Cour d'appel a invalider la décision en disant qu'ici, il n'y avait pas de doute sur le consentement. Donc, il y a très peu d'arrêts, évidemment. Oui. Mais là, ici, c'est pour vous donner une grille de lecture aussi en tant que professionnel. Là, ce que dit la Cour d'appel, c'est voilà ce qu'il faut faire, en gros. Il faut
permettre aux personnes âgées et ne pas se cramponner à la notion de discernement qui est une notion juridique qui se distingue aussi de la notion de consentement à un acte juridique qui suppose des capacités mnésiques. Sinon, on peut annuler l'acte juridique. Mais en matière sexuelle, le consentement, c'est autre chose. C'est l'adhésion sans équivoque à l'acte sexuel. Et Emmanuel Hirsch parlait à ce sujet d'assentiment. C'est-à-dire absence d'opposition et puis l'ensemble des faisceaux d'indices que j'évoquais avec vous. Le faisceau d'indices. Voilà, les fameux faisceaux d'indices. Les fameux faisceaux d'indices et l'assentiment important pour les personnes très désorientées ou avec de forts troubles cognitifs. Catherine, vous vouliez ajouter quelque chose oui, je me tourne vers la salle. Juste brièvement, c'était sur les questions de consentement. On allait laisser penser que c'est on-off, en fait, c'est non, même quand on évalue une capacité de consentement, ça peut être ça c'est ok, ça c'est pas ok actuellement, mais avec un accompagnement, comme le dit la loi canadienne, la prohibition, le non-consentement se fait que si on a, après avoir mis tout en place pour qu'une capacité à consentir soit possible. Donc ça veut dire effectivement former la personne au consentement, comme on le forme. On parlait des collèges, des lycées, de la prévention, on fait ça. Comment recueillir le consentement sexuel. Donc pourquoi on ne le ferait pas pour d'autres populations donc ça c'est important de ne pas penser le consentement en on-off, c'est quelque chose qui peut être pensé de façon continue dans les équipes et non irrévocable. En particulier pour les personnes qui peuvent gagner en compétences. C'est plus compliqué pour les personnes où il y a malheureusement vu la pathologie, plutôt des pertes de compétences cognitives, affectives et tout ce qu'on veut. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie où on a beaucoup parlé de consentement, de discernement, d'assentiment, ce terme très approprié. Voilà, on a une question là, allons-y. Merci. Je voudrais revenir sur le terme de PAP. On l'a entendu 3 ou 4 fois depuis ce matin comme étant un outil pour traiter cette question. Et ça me dérange que ce soit que l'intime, vraiment la relation, soit traitée dans le PAP. Je voudrais avoir votre retour sur, finalement, on parlait, le ronde précédente, c'était la place de chacun. Finalement, quelle est la place et les limites de la place de l'institution par rapport à l'intime, par rapport à l'intime de la personne, et ce qu'on a consigné sur le papier, finalement, déposséder de son intime la personne vis-à-vis de toute une équipe de professionnels. Ouais. On a moins d'expérience, je pense, dans le champ des EHPAD que dans le champ du handicap. Donc, ça m'intéresse vraiment de voir comment vous l'inscrivez dans les PAP. Par expérience, nous, on ne le fait pas pour l'instant. Parce qu'en fait, ou alors on le fait avec un espèce de travail que j'appellerais de clair-obscur, mais qui, pour moi, est vraiment central. C'est-à-dire que pour respecter la pudeur qui va avec ce sujet, et aussi le fait que c'est pas oui pour toujours quand on dit oui. Ouais, et c'est pas non pour toujours non plus. On essaye juste de mentionner que la personne a pu exprimer certaines demandes par rapport à une reconnaissance ou un besoin d'aide pour soutenir sa vie affective, voire sexuelle. Et c'est ça qu'on va pouvoir mentionner pour ne pas rentrer dans quelque chose de contractualisé de la vie sexuelle. Ça reste assez vaste. Mais du coup, on est dans des flous artistiques. Prenez le micro, madame. Pardon. Que le PAP indique des notions, des souhaits de liberté d'aller et venir qui permettent la rencontre dont on parlait ce matin, ou le souhait d'une chambre double. Là, on n'est pas intrusif de l'intimité, on répond effectivement, comme vous le dites, à une demande. Par contre, aller au-delà m'interroge. C'est-à-dire qu'on reste bien dans le champ de la demande. Tout à l'heure, je crois que c'est Noémie qui disait que la personne était actrice, mais qu'il fallait qu'aussi elle devienne auteur de son projet. Donc nous, on est vraiment là-dedans. La personne qui n'exprime aucune demande, aucun besoin de vie affective ou sexuelle, c'est pas pour ça que ça pose pas question. Dans tous les cas, il n'y a aucune raison d'aborder le sujet. Alors nous, on dit PPA, mais on parle de la même chose. En tous les cas, l'accompagnement, le soutien à la vie affective et sexuelle, c'est maintenant un des champs d'intervention de nos établissements. Ça fait partie des 10-12 items
qu'on aborde dans le cadre du projet personnalisé d'accompagnement. Mais bien évidemment, c'est le débat depuis le début de la matinée. On est sur des questions individuelles qui touchent à l'intime, qui touchent au personnel. Et donc il n'y a pas non plus de réponse collective. Mais est-ce qu'on peut avoir un exemple de ce qui peut figurer dans le PPA pour vous sur cette question-là? Ah bah, très clairement, nous, une collègue me disait il y a peu de temps, on a des jeunes sous amendement Creton qui viennent d'arriver du secteur enfant au secteur adulte. Et donc on passe d'un champ où quasiment tout est interdit en matière de sexualité à tout est possible. C'est assez grisant pour eux. C'est même les comportements derrière, passage à l'acte, comportements problèmes, qui sont liés aussi à ce passage comme ça qui n'est pas tellement travaillé entre le secteur enfant et le secteur adulte. Et donc voilà, on est dans des réponses comme ça où, par exemple, la demande, c'est... la collègue me disait cette personne va mieux depuis qu'elle a une petite copine. Et puis elle me disait aussi, ce jeune homme, je pense que l'absence de vie affective majore ses troubles. Voilà. Et donc effectivement, nous on a conscience qu'on doit bosser autour de ça et que c'est un regard de soignant. Ouais, on reste dans vraiment. C'est-à-dire que souvent ça émane d'une demande. C'est-à-dire que le jeune homme, il a été confié à son éducatrice qu'il était très malheureux parce que dans le champ du handicap, la question du couple pour les personnes, c'est aussi la normalité. Être en couple, c'est être normal, c'est comme tout le monde. Et donc il y a vraiment une quête chez la personne handicapée d'être en couple. On le ressent. On a des demandes qui nous sont formulées comme ça, aussi explicitement. J'ai envie, j'ai besoin d'avoir un petit copain, une petite copine. D'être dans la norme, quelque Exactement. part, de cocher cette case-là. Et j'en profite pour dire qu'à la pause, quelqu'un me disait, mais on n'a pas beaucoup parlé du simple besoin d'amour aussi. Évidemment, mais disons-le là, c'est aussi ça. Vous vouliez répondre, Aline, sur le PAP? Alors, je voulais simplement apporter une précision en complément du PAP. Il existe un outil juridique qui a été créé par la loi de 2007 qui s'appelle le mandat de protection future, qui est en fait un contrat qui peut être signé. Il n'y a pas de condition d'âge, mais c'est plutôt un contrat qui est utilisé pour anticiper sur son autonomie, son manque d'autonomie, sa dépendance à venir. Donc qui concerne les personnes âgées évidemment au premier chef, mais les personnes aussi handicapés avec une maladie évolutive. Et il est très intéressant cet instrument, ce mandat de protection future, parce qu'on peut mettre dans ce mandat de protection future la désignation d'un mandataire qui fera appliquer ce que vous souhaitez pour le moment où vous ne serez plus en capacité de le faire vous-même. Ça peut concerner évidemment le patrimoine, mais ça, c'est pas tellement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ça peut concerner aussi le souhait d'avoir quelqu'un qui vient vous visiter, votre coiffeur. Alors évidemment, puisque nous, on est en train de parler des relations sexuelles, c'est pas vraiment le coiffeur qui nous intéresse, mais une personne avec qui on aurait des relations charnelles. Et tout ça peut être consigné. C'est-à-dire que le mandataire va finalement être un petit peu la bouche par laquelle la personne qui a perdu son autonomie va pouvoir s'exprimer et manifester vraiment sa volonté propre. Et alors, ce qu'on observe, c'est que ce mandat de protection future qui existe au Québec et puis aussi en Belgique, n'a pas du tout le succès escompté en droit français. Et il appartient aussi aux accompagnants, aux soignants, aux professionnels de terrain. Encore faut-il qu'ils en aient la connaissance. Oui, c'est ça. Vous connaissiez le... Voilà. Certains, je vois que certains quand même opinaient du Heureusement, chef et donc on a entendu peut-être. parler. Mais je crois que c'est vraiment le complément indispensable du PAP, surtout qu'on peut le faire par anticipation et puis désigner la personne qui va vous représenter. Donc mandat de protection future, vous avez noté, j'en suis sûre. Il y a d'autres questions ? Bonjour, je voudrais juste revenir sur les troubles du comportement. Mettez bien le micro, voilà, pardon. Les personnes âgées vulnérables avec des troubles du comportement et des troubles cognitifs sévères. Quand vous avez parlé de la reconnaissance de l'identité du partenaire, parce que c'est ce qui pose souvent vraiment gros problème pour les équipes, en fait, c'est la non-reconnaissance, malgré l'enthousiasme et l'adhésion spontanée à l'acte sexuel. Comment est-ce qu'on peut réagir ? C'est compliqué. À l'heure actuelle, avec les références qu'on a et les recommandations qu'on a, on est ici sur potentiellement une violence sexuelle, puisqu'on va considérer qu'il n'y a pas de consentement sexuel. Voilà. Là, c'est les deux situations normalement qui sont claires, mais qui posent évidemment des questions aux équipes, parce qu'en disant, bah oui, mais à la fin, finalement, chaque fois que
qu'elle a un rapport sexuel, enfin, rencontre cette personne, finalement, elle va bien. Enfin, alors, ça revient un peu à quelque chose qui m'interpelle un peu depuis tout à l'heure, parce que souvent, on semble indiquer, c'est parce qu'elle sourit, qu'elle va bien, etc., qu'il n'y a pas violence sexuelle. Alors, je voudrais quand même peut-être reposer le cadre de l'expression du traumatisme chez une victime de violence sexuelle. C'est pas forcément quelqu'un qui pleure. Enfin, il faut déconstruire aussi le stéréotype. On a parlé de stéréotypes autour de la sexualité à tous âges, dans tout état. Mais il y a aussi le stéréotype de la victime de violence sexuelle, où on va s'attendre, d'une part, que ce soit plutôt une jeune femme un peu pépette, un peu jolie, etc. Donc la personne âgée ne va déjà pas rentrer dans... On va avoir du mal à les considérer, ou une personne handicapée, par exemple. Et ensuite, le stéréotype de la victime de violence sexuelle qui devrait être effondrée, ne pas sourire, etc. etc. Il faut... Enfin voilà, c'est un profil qui n'est pas du tout, enfin qui est assez caricatural des victimes. En fait, la plupart des victimes vont être dans l'état de sidération, donc elles peuvent continuer à vivre, voilà, pas avoir des marqueurs émotifs. Donc ce seul signal, ça fait partie d'un signal qu'on peut interpréter, mais miser tout là-dessus, moi ça me pose problème quand on connaît la clinique du psychotraumatisme. Parce qu'en fait, du coup, on ne sait pas qui est l'agresseur des deux, si l'un prend l'autre pour son épouse et inversement. Je vous entends pas très bien, pardon madame. Ça résonne, excusez-moi. C'est quand il y a un trouble de la reconnaissance des visages, c'est des deux côtés en général, et d'un point de vue légal ou analyse comportementale. Vous dites on ne sait pas très bien lequel des deux est l'agresseur. Oui, c'est ça. C'est vraiment la question. Alors, d'un point de vue, j'allais dire, soignant au sens large, finalement, c'est pas c'est pas à nous de déterminer qui est potentiellement l'auteur ou la victime. C'est là il va y avoir une enquête, etc. Alors encore faut-il, ça c'est une autre question, que les gens se déplacent pour faire les enquêtes quand il y a un signalement. Mais j'allais dire, c'est pas notre boulot de savoir si c'est une vraie victime, un vrai auteur, etc. Il y a des procédures pour ça. Sauf que sur les critères de consentement sexuel, finalement, on peut se dire, ce niveau de contact sexuel, c'est pas possible tant qu'il y a, en période de mésidentification, parce que souvent ça peut être des personnes aussi qui à un moment captent bien, et puis à un moment, voilà. Donc ça nécessite aussi du personnel, de la présence, et c'est un peu le hiatus entre les recommandations et ce qu'on peut pratiquer actuellement en état de cause. Ouais, ça doit, je sais pas si ça vous facilite la vie. Là tout de suite maintenant, je veux dire, mais c'est intéressant, on est là pour ça aussi, pas pour vous la compliquer, mais pour se réinterroger en permanence. On va avancer sur d'autres thèmes, parce qu'il y en a d'autres qu'on doit aborder. Il y en a un, alors c'est peut-être en vrac, pardon d'avance, sur le médicament. À quel moment... ouais, c'est des sujets lourds. À quel moment on se dit, non, mais là, il faut inhiber la libido de madame ou de monsieur, ou de cette personne, ce jeune homme ou cette jeune femme, je pense, dans des foyers d'hébergement pour handicapés, avec des troubles cognitifs, par exemple, très forts. Qui décide? Comment ça se passe? Que dit c'est quoi la loi? Alors, la loi, je laisserai Aline, parce que je ne sais pas. Nous, on est souvent interpellés du côté de la pratique, qui est une pratique un peu excessive, ou de recours aux inhibiteurs de libido. En douce et sans trop le dire, en et douce, sans avoir le ou même pas en douce, de toute façon, peu importe, à ce stade-là. En douce, dans le sens sans l'accord de la personne. Oui, souvent, voilà. Donc oui, c'est le recours un peu de facilité, en fait, dans les structures et les institutions qui n'ont pas pensé la sexualité, qui n'ont pas pensé un cadre aussi en cas d'agression supposée sexuelle. Ça, c'est important qu'il y ait déjà un moment, une institution qui ait pensé qu'est-ce qui se passe, quelle est la procédure qu'on met en place au niveau de l'équipe. Et donc, on va avoir recours à une prescription pour ceux qui peuvent prescrire. Donc, le champ des professions est limité. Et c'était les choix aussi de certains professionnels de prescrire en première intention des inhibiteurs de libido. Alors, à l'heure actuelle, je connais mieux la littérature un petit peu, parce que moi, je ne suis pas médecin, donc je ne prescris pas. Donc, on s'est quand même renseigné dans les recommandations qu'on transmette quand on nous sollicite. Alors, je connais mieux le côté un peu pour le vieillissement. Il s'avère qu'en plus, particulièrement dans le champ du vieillissement, que ce type de médicament s'avère moins efficace. On ne sait pas pourquoi, il faudrait avoir quelqu'un qui est OK sur ces aspects-là, et moins efficace que pour toutes les autres populations, adultes, non âgés. D'accord ? Donc, d'une part, le bénéfice est limité.
et les effets secondaires sont terribles. D'accord. Donc, il y a, pour ceux qui sont intéressés, il y a des recommandations, là, pour le coup en français, et de bascule bénéfice-risque, en fait. Et finalement, les risques associés à la prescription sont plus importants. Et, voilà. Et donc, juste pour finir, vraiment la règle, c'est que normalement, la prescription de ce type d'inhibiteur de libido, c'est le dernier recours. C'est quand on a tout essayé. Et on est d'accord, peut-être avec vous, Aline, c'est un médecin qui prescrit? Alors c'est évidemment le médecin qui est prescripteur et en principe, l'avis, en tout cas le consentement du patient doit être recueilli autant que faire se peut, mais bien évidemment, dans certaines situations d'urgence ou lorsque la sécurité des autres résidents va l'imposer, et c'est bien souvent sous cette bannière-là que ce sera justifié, eh bien l'indication d'un médicament inhibiteur de libido peut être prévue. La question se pose parfois, Guillaume, dans votre activité? Je ferai la même réponse. Nous, on est un établissement non médicalisé, donc on ne prend jamais de décision médicale. Il peut y avoir des injonctions judiciaires par rapport à ça aussi. Nous, quand on a des agressions sexuelles, bien souvent, le réflexe est de séparer. Alors, c'est souvent l'agresseur qui s'en va. Voilà. Qui peut quitter l'établissement? On trouve des solutions comme ça. En tous les cas, quand il y a passage à l'acte et qu'on n'est pas bien sûr, moi, je mets à distance. Une jeune femme agressée par son voisin de chambre, toute la période d'investigation policière, ça peut durer 8, 15 jours, 3 semaines, enfin... Donc on sépare. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a agression, vous saisissez la police? Il y a une plainte, un signalement, il y a quelque chose? J'ai l'impression de plus. J'ai plein de collègues dans la salle. Oui, je demande à vous, mais on peut vous demander... j'ai l'impression que de plus en plus, on incite les jeunes femmes et les jeunes hommes qui subiraient des agressions sexuelles à déposer plainte. J'ai l'impression aussi que de plus en plus, les forces de police font l'effort de recevoir les agresseurs, parce que bien souvent, on a des réponses en face de nous un petit peu laxistes. Il y a un handicap, il y a une mesure de protection, ça sera un non-lieu, on ne perd pas de temps à recevoir les gens. Nous, on trouve ça super important que la personne soit reçue symboliquement, quoi. Donc, j'ai l'impression que les policiers jouent de plus en plus le jeu. Et du coup, on ne fait pas l'économie d'aller accompagner nos résidents à déposer plainte. D'accord. Sur ces points précis, vous avez des questions peut-être, des témoignages ou besoin d'une précision ? Alors j'aimerais qu'on aborde un autre thème également, qu'on a évoqué beaucoup dans la journée et qui correspond vraiment à la notion protégée. On ne protège pas que des agressions, il y a aussi la notion de protéger. On a beaucoup parlé de l'assistance à la sexualité pour éviter que les gens se blessent. Est-ce que le droit a quelque chose à dire sur cette question-là ? On a beaucoup parlé de fournir des sextoys, montrer comment ça fonctionne, aider à les faire fonctionner, et que si on ne le fait pas, la personne peut avoir des pratiques qui la mettent en danger, en vrai. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus ? Est-ce qu'il y a une réponse en kit ? Je sais déjà que non, mais... Non, il n'y a pas de kit pour une raison très simple, c'est qu'on voit bien que ces problématiques sont assez récentes et que le droit, et c'est vrai, la marche du droit est trop lente, il faut toujours un temps d'adaptation, de réponse, et on le voit bien avec les assistants sexuels, on l'a vu tout à l'heure, on impose leur entrée en France. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les établissements, que ce soit des EHPAD ou des établissements qui accueillent des personnes handicapées, sont tenus vis-à-vis de leurs résidents d'une obligation de sécurité de moyens. C'est-à-dire, traduction juridique, ça veut dire qu'ils sont obligés de faire tout leur possible pour que les résidents ne soient pas en danger. Alors ça peut vouloir dire mettre suffisamment de rondes en place pour éviter des agressions sexuelles entre résidents, notamment atteints de la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire aussi... j'ai pas de cas jurisprudentiel, ça s'est pas encore présenté, mais je trouve qu'il serait tout à fait envisageable de dire ma mère s'est blessée avec un objet contondant qu'elle s'est placé dans les organes génitaux et quid, pourquoi est-ce qu'on n'a pas obligation de sécurité, donc prouver une faute à la charge de l'établissement pour engager la responsabilité de l'établissement. Alors je vous le souhaite pas du tout, je ne cherche pas encore une fois à judiciariser, mais en tout cas voilà ce que dit le droit en théorie, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il serait logique de faire, et je parle pas tellement de droit pénal, là
je parle de droit civil. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir réparer les dommages subis par la personne, sachant que ce n'est pas l'EHPAD qui paye, c'est son assureur. Hein, mais tous ces mécanismes juridiques, ils sont là aussi pour reconnaître la personne handicapée, la personne âgée comme victime. Alors victime, non pas tant au sens pénal qu'au sens, bien sûr au sens pénal, mais là, elle n'a pas été agressée par un tiers. Elle est victime d'un défaut de surveillance, du fait qu'on ne lui a pas permis d'avoir un sextoy ou d'avoir une vie sexuelle libre, dans de bonnes conditions. Alors évidemment, pour le moment, on n'a pas encore de jurisprudence, mais si on admet effectivement l'idée de fournir aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, lorsqu'ils entrent dans l'établissement, un bouquet de services avec des films érotiques ou pornographiques ou des sextoys, une mise à disposition, pourquoi pas plus tard, d'assistants juridiques. Alors évidemment, quand la loi l'autorisera, je veux pas... D'assistants sexuels. D'assistants sexuels, vous voyez, ma langue fourche. Je ne peux pas le dire, ça n'est pas prévu par le droit, donc je ne m'autorise pas à le dire. Mais plus tard, si le droit on arrive à l'admettre, pourquoi pas un bouquet, comme on peut choisir d'avoir telle chaîne dans sa chambre. Voilà, et ce serait une évolution logique dans un but de protection des personnes, de respect des droits des personnes. Mais enfin, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Oui, on a bien compris depuis ce matin qu'on n'est pas rendu, comme on dit, mais au moins les choses avancent quand même, on peut le dire. Avez-vous encore des questions? On arrive à la fin, oui. Je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est bien, c'est pratique. En France, il y a beaucoup trop de paperasse qui découragent et qui peuvent décourager certaines personnes, notamment en situation de handicap. Parce qu'ils doivent passer par plusieurs accords, soit ils sont soit ils ont un tuteur, soit ils ont un curateur. Comme Madame Nolo a précisé, ils sont obligés de faire leur deuil de leur vie intime pour qu'un tel et telle personne ne puisse décider, parce qu'ils ont un référent. Il y a plusieurs chemins, il y a tout un cheminement. Et moi, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a un jour où est-ce que vous bossez sur un outil juridique simplifié pour ce genre de personnes, afin de penser à leur dignité sans les entraver? Parce que là, on est là pour les protéger, comme vous avez dit, sans les restreindre. Et à un moment donné, ça va les décourager et ça peut emmener d'autres problématiques, comme des problématiques de tristesse, de perte d'estime de soi, et que la personne voudra plus se taire au lieu de s'exprimer. Et je pense qu'on peut élargir votre question à tout un tas d'autres publics. Je vous rappelle qu'il y a tout un tas de femmes en particulier victimes de violences et de viols et qui ne portent pas plainte tant c'est lourd, mais d'une lourdeur qu'on n'imagine même pas. Exactement, parce qu'on a peur du regard des autres. Oui. Parce qu'aller porter plainte et de ne pas être reçu comme on aimerait bien être recevoir, et que cela puisse être minimisé comme un non-lieu. Voilà. Alors, pour reprendre le côté direct de votre question, mais est-ce que vous bossez sur un outil juridique? Alors, je ne suis pas toute seule à y penser. Dieu merci. Donc, effectivement, on réfléchit beaucoup à tout cela, notamment la défenseur des droits. Alors, pour ce qui concerne les personnes âgées, mais là, il y a un rapport qui vient de sortir sur la question des maltraitances en général. Et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut travailler collectivement. C'est la remontée des signalements. Et on s'aperçoit que les professionnels de la prise en charge des personnes âgées ou des personnes vulnérables, qu'elles soient handicapées ou enfin vulnérables au sens large, la remontée des signalements ne se fait pas bien. D'abord parce que les professionnels ont peur de signaler, ont peur de perdre leur emploi. Donc il faudrait mettre en œuvre aussi des systèmes de protection pour ces signalements. Il faudrait prévoir aussi, mais ça, on en parlait tout à l'heure avec Catherine, là, pour le coup, des assistants juridiques qui puissent être placés c'est vrai, sous l'égide du conseil régional ou du conseil départemental et qui pourraient accompagner les personnes âgées pour les démarches juridiques qu'elles auraient à faire et que ces personnes se déplacent dans les EHPAD. Alors, il y a un numéro de téléphone aussi qui existe, le 39 77, qui permet aux personnes handicapées, aux personnes âgées de dénoncer elles-mêmes toute violence, et notamment toute violence sexuelle dont elles seraient victimes. Et, tout le monde connaissait ce numéro ? 39 77. Voilà, 39 77. Trop de numéro vert tue le numéro vert. Voilà.
Et donc, il faudrait, enfin là c'est tout bête, mais mettre le numéro de téléphone sur la table de chevet des personnes concernées et simplement leur expliquer, voilà, à la moindre difficulté, ils ont toujours cette possibilité de s'exprimer. Quant à l'accompagnement, effectivement, l'accompagnement juridique, c'est vraiment ce qui fait défaut. Donc, faciliter la remontée des signalements avec, je le disais tout à l'heure, des contrôles sans doute plus étroits et plus impromptus, moins prévus par les ARS et puis les conseils départementaux pour vérifier un petit peu ce qui se passe sur site. Et puis surtout cet accompagnement, bien évidemment, cette écoute. Mais l'écoute, elle commence aussi non pas forcément par des assistants juridiques ou des spécialistes du droit. C'est d'abord les soignants qui sont aux premières loges pour remonter ces signalements. Mais je ne peux qu'abonder dans votre sens. Voilà, le droit français et pas seulement le droit. La France était très paperassière. Il faut en plus maintenant maîtriser l'informatique puisque tout est dématérialisé. Et c'est la raison pour laquelle, pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, une aide matérielle et concrète avec des assistants juridiques serait sans doute une très bonne idée. Voilà une bataille à mener. Voilà, une autre. Je vous propose que l'on prenne une dernière question. On n'aura pas tout dit, c'est une évidence, mais on a abordé beaucoup de sujets, je pense déjà. On peut prendre une dernière question si vous en avez une ou un témoignage que vous avez. C'est le moment ou jamais. C'est une question, un partage des observations. Peut-être d'abord, moi je suis contente qu'on aborde ces questions du consentement qui font en fait largement référence à tous les travaux qui avaient été portés par j'en ai parlé sur la conférence de consensus sur les luttes contre la maltraitance. Et vous trouvez les définitions de tout le vocabulaire que vous avez employé là. Et pardon, je vais encore être un peu provocante, mais après tout, c'est mon rôle. Pour moi, le débat aurait été différent si vous aviez eu sur cette table ronde aussi une personne concernée. Parce qu'à quoi elle consent? Et qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Vous l'avez très bien exprimé, je ne remets pas en cause, mais je pense qu'on serait redescendu un tout petit peu à des outils pratiques. Et là encore, du coup, je vous pose la question, à quel moment on se servira d'outils d'évaluation pour les personnes, par les personnes? C'est-à-dire, et en plus, c'est pédagogique, puisque du coup, on leur apprend à donner leur avis, ce qui est un vrai travail quand on est dépendant. Voilà. Et j'avais juste aussi envie de partager avec vous le fait que c'est difficile pour moi cette journée parce que je vois bien à quel point on revient vite à l'objet de soin quand on parle des humains, qu'ils soient âgés ou qu'ils soient handicapés. Et voilà, pour moi, c'est toujours un exercice. Et je l'entends, bien sûr, je ne le juge pas. Juste, je vous en fais part parce qu'on a passé notre journée à passer de l'un à l'autre. Je vous laisse identifier les moments où peut-être on n'était pas dans l'objectivation, ni dans la surprotection, l'infantilisation et toutes ces choses-là. Et voilà, j'avais besoin de poser parce qu'à mon sens, c'est intéressant à observer si on veut en sortir réellement. Voilà, Merci beaucoup Noémie. Peut-être qu'il faut écarter pas un malentendu, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que la journée a été très construite aussi. Et d'ailleurs, on le voit avec les intervenants pour parler de l'institution et de personnes qui sont en institution et qui ont effectivement une prise en charge aussi par le soin de manière importante. Et je comprends et vous avez raison. Il fallait reposer ça de la même manière que. Et là, alors là, pardon, mais ça me renvoie à quand j'étais journaliste, je l'ai été très longtemps, pendant 25 ans, et beaucoup sur ces sujets-là. Et on nous reprochait souvent de parler des sujets sans donner la parole aux personnes concernées. Alors vous avez 1000 fois raison, il faut leur donner, il faut vous la donner, quel que soit le sujet d'ailleurs. Vous avez parlé de la précarité tout à l'heure, pour le coup, un sujet que je connais encore mieux, et j'ai passé beaucoup d'années à donner la parole. Mais en même temps, à un moment donné, on se faisait reprocher que, ah oui, mais on donne la parole à l'un ou à l'une qui n'est représentatif que d'elle-même, finalement, parce que c'est compliqué de parler pour toute une catégorie de personnes. Bref, je trouve super que vous l'ayez posé. J'avais envie de vous y répondre, mais là, c'est à titre personnel, parce que je trouve qu'il n'y a pas de solution en fait, à ça. Et je salue l'espace de réflexion éthique qui a produit les vidéos, par exemple, qui a permis de multiplier les paroles entendues aujourd'hui. Mais c'est vrai, on ne sera jamais au top de ça. Franchement, on ne sait pas faire.
je pense. L'institution, elle devient inclusive aujourd'hui et elle fait des services dans la société. Donc, sortons, je ne dis pas, voilà, attention, ce n'est pas une excuse. Deuxième chose, quand on parle de soi, on parle pour des millions de gens. Parce qu'en vérité, c'est très difficile de parler de soi et d'assumer de parler de soi. Et je ne crois pas du tout, et moi je suis à l'inverse, je ne pense pas qu'il faille se restreindre à entendre la personne dans sa spécificité. C'est l'inverse des catégories. Hein. Donc, pardon si je me contredis, mais je pense que, en fait, on n'a qu'à s'enrichir d'entendre la vie particulière. Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui osent parler et qui ont la possibilité. Peut-être moi, c'est juste un cadeau de la vie. Et que c'était du coup mon rôle de faire ça. Et vous l'avez magnifiquement fait. Et c'est pas simple. Et merci pour votre sincérité et vos témoignages très riches. Merci beaucoup, Noémie. C'est le moment où on se quitte. Merci à vous quatre, hein, vraiment, pour votre participation. C'était rude et il y avait beaucoup de choses à dire et sur des sujets un peu ténus. Vous avez le droit d'applaudir jusqu'au bout. Un grand merci à vous tous. C'est la fin. Donc, je vais demander à Miguel Jean, donc le directeur de l'espace régional de réflexion éthique, et à Caroline Urbain, la présidente de l'URIOPS, de conclure. Quant à moi, vraiment, merci pour votre attention et votre participation, sincèrement. Conclusion plutôt ouverture. Ce qui dit conclusion dit fermeture. Donc je préfère que ce soit une ouverture. Déjà, je parle au nom de l'URIOPS Pays de la Loire, qui est toute une équipe de salariés qui ont permis, avec notre partenaire, de nous réunir, de bénévoles, et puis aussi qui unit des associations du secteur social et médico-social des Pays de la Loire. Tout cela pour ceux pour qui URIOPS, ça pourrait sembler un petit peu lointain. Donc, en fait, chacun va ressortir de cette journée avec des éléments très différents, en fait. Donc, pour ma part, je ne vais pas embrasser tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est pensé et tout ce qui s'est ressenti, mais par rapport à notre mission, qui est de repérer, grâce aux associations qui nous font la confiance de nous retrouver, quels sont les besoins des personnes qui sont en situation de fragilité au pluriel. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est le souci permanent des personnes qui se sont exprimées à titre divers, de à la fois protéger et émanciper. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ressort entre aussi bien les questionnements de ce matin que les questions pratiques aussi qui se sont posées cet après-midi. Je remercie vraiment tous les participants à cette journée, intervenants, publics, les personnes qui ont construit cette journée, parce que, il me semble, qu'à un moment donné, ça a permis de surmonter ce tabou qui est la question de la sexualité, qu'on soit dans une situation de fragilité ou pas d'ailleurs. Mais et j'ai beaucoup aimé aussi l'idée de Noémie Nolot de dézoomer. C'est-à-dire que d'un sujet quand même très tabou, où on fait chacun des projections qui sont extrêmement intimes et subjectives, parler de l'intimité, parler de conscientiser de cette difficulté, je pense que c'est aussi sans doute un apport de cette journée. Je vous en remercie. Et puis aussi, et Miguel Jean complétera, et puis je trouve que ce genre de moment où sont réunis des professionnels, depuis des directions, depuis des personnes qui sont tous les jours en interaction avec les personnes en situation de fragilité, depuis des chercheurs, depuis des fonctions très transversales, eh bien, on passe aussi de la réflexion à l'action. Et c'est la raison pour laquelle la complicité avec l'espace de réflexion éthique, il est particulièrement précieux. Et je dirais que de notre regard, URIOPS, parce que moi je me dis que le travail est à l'œuvre pour finalement instituer autrement.
Voilà. Moi, le fil que je soumettrai aux adhérents, c'est comment on est en marche, là, excusez-moi le en marche, mais bon, c'est toujours une petite blague maintenant, comment instituer autrement. Et merci beaucoup à vous pour les moments à venir. Vous avez noté aussi qu'il y a énormément d'acteurs, experts de toute nature qui peuvent aussi vous soutenir, vous accompagner, vous éclairer, vous changer les idées sur ce sujet qui est un sujet existentiel. Merci. Je regarde l'heure. Oui, ça va être l'heure de conclure. Bon, merci Caro pour ces mots de conclusion. Je vais être très bref. Remercier, j'aime bien dire merci parce que là, en fin de journée, on se dit qu'on a quand même construit un certain nombre de pistes de réflexion. Ça me semble important. Mais c'est surtout rappeler que c'est le début, je l'ai dit ce matin en introduction, c'est le début d'un chemin qu'on va essayer de parcourir ensemble sur des modes différents. On va essayer de se donner des rendez-vous. Ils sont en construction, où on pourra probablement proposer des formats différents, des ateliers, enfin c'est à construire, mais qui vous laisseront plus la parole. Je ne dis pas que vous n'avez pas eu la parole, mais je dis simplement que le nombre de participants ne facilite pas forcément la communication et on peut réfléchir à des formats où cette parole pourra peut-être circuler plus facilement. Donc, vraiment merci à tous les intervenants. Merci à vous qui êtes venus partager vos doutes, vos certitudes, parfois vos questionnements avec nous autour de cette thématique extrêmement importante. Bon retour chez vous.